Salut Emmanuel, Salut Ludwig, bienvenue dans La Coupure. merci. L'idée dans les épisodes de La Coupure, c'est justement de parler avec des entrepreneurs de la restauration, du monde de la franchise, et de voir un peu leur parcours, qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné. Et l'idée aujourd'hui, on va commencer par le truc basique, te présenter pour les gens qui regardent et voir un peu ton parcours, d'où tu viens, et aussi Yoghurt Factory. Avec plaisir. Donc moi je présente, donc je m'appelle Emmanuel, je suis le cofondateur de Yoghurt Factory, qui est une enseigne de pause gourmande spécialisée dans la glace au yaourt. Alors d'où vient Yoghurt Factory ? En fait ça vient déjà d'une rencontre avec mon associé Auriel, avec qui on était en classe prépa pour les écoles de commerce. Donc voilà, on s'est rencontrés il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, parce qu'on est plutôt jeunes. Et ensuite, on a intégré la même école de commerce. Et on s'est toujours bien entendus. On a bossé ensemble, on faisait nos révisions de concours ensemble, etc. Et tous les deux, on avait un peu cette idée de créer une boîte à la sortie de l'école. Parce qu'on vient tous les deux de familles un peu avec des entrepreneurs, etc. Donc on avait un peu des modèles familiaux. Et en fait, comme dans toute école de commerce, à un moment on fait une année de césure où on part en stage. Et donc Auriel est parti en stage en Israël. Et moi je suis parti en stage aux États-Unis, à New York. Et donc chacun de notre côté, on a découvert donc le frozen yogurt, comme on l'appelle là-bas, donc le yaourt glacé. On a trouvé que le concept était très sympa parce qu'en gros c'était une nouvelle façon de manger de la glace, plus saine, plus sympa parce que tu ajoutes des toppings dessus. Bon après j'expliquerai un peu plus le concept, mais voilà, c'était un peu notre première approche de ce produit-là, de ce concept-là, et on trouvait que c'était un concept à la fois ludique, gourmand, enfin voilà, ça nous intéressait. Et donc bref, quand on est rentrés tous les deux de nos stages, on s'est pas mal creusé la tête sur dans quel secteur on allait créer une boîte ensemble. Donc, ce qui était sûr, c'est qu'on avait l'envie de monter une boîte ensemble. Et on s'est retrouvés sur ce concept parce qu'on est tous les deux très gourmands, on aime bien manger, et notamment les desserts. Et donc on a commencé à regarder ce qu'il y avait un petit peu en Europe, en France, sur ce segment-là. On a vu qu'il y avait quasiment rien. Donc nous, je te parle de 2010, quand on était en dernière année d'école. Donc c'est pas un projet d'école, c'est un projet qui s'est fait après l'école. Ouais, non, on l'a démarré, on va dire, en dernière année d'école. Enfin, je sais pas, à l'hiver de la dernière année d'école, et on sortait au printemps, on terminait les cours au printemps. D'ailleurs j'y reviendrai parce qu'on s'est pas du tout assez préparé au début pour lancer notre première boutique. On est parti un peu bille en tête sur le sujet, mais en gros on a fait une petite étude de marché. On a vu qu'il y avait à l'époque deux marques qui avaient un ou deux magasins chacune en France, qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui s'appelaient Myberry et Eat Milk. Et on a regardé un petit peu comment ils avaient abordé le produit. On avait évidemment nous aucune expérience dans la restauration rapide. On n'avait même jamais fait de petits boulots dans la restauration rapide, etc. Donc on était complètement novices sur le sujet. Mais on trouvait que le concept était sympa. On s'est dit que ce qu'on aimait bien aussi, c'était la possibilité de créer une marque un peu légère, un peu pas sérieuse, ludique, sans se prendre au sérieux. On voulait pas d'un truc trop, je sais pas comment guindé. Dire. Trop guindé. Et donc on trouvait que le produit se prêtait bien à ça. Puis là, c'est comme quand tu vends des glaces, tu vends du plaisir quand même aux clients. Et donc on a commencé à travailler sur le business plan, tout ça. On a d'ailleurs créé un petit blog à l'époque pour raconter nos péripéties ça existe toujours. et nos mésaventures, qui existent toujours. Ça doit pouvoir se retrouver. Et donc on a ouvert, je passe un petit peu, mais on a ouvert une première boutique à Marseille. En 2011, qu'aujourd'hui on considère comme un peu le laboratoire de Yoghurt Factory, c'est-à-dire qui existe toujours cette boutique. Non, qui n'existe plus, qu'on a fermé 3 ans après l'ouverture, mais qui nous a quand même beaucoup aidé dans notre parcours d'entrepreneur. Alors c'était pas notre choix numéro 1, Marseille. C'était pour la petite histoire, on devait ouvrir à Paris une première boutique vers les Abbesses, rue Le Pic. On avait signé une promesse de vente, tout ça, on avait obtenu un prêt. Mais en fait, au moment où on a voulu signer l'acte de cession pour prendre possession des lieux,
Le vendeur s'est rétracté et nous a dit non, finalement je veux plus vendre. Donc et ça c'était je sais pas, ça devait être en mai juin ou quelque chose comme ça de l'année où on sortait d'école, et c'est vrai qu'on voulait démarrer tout de suite pour essayer d'ouvrir avant l'été, parce que c'est quand même la glace est quand même un produit qui se vend un peu plus l'été. Et donc on a rebondi parce que le grand-père de mon associé qui avait qui était un gros franchisé Sine Qua Non, donc il avait pas mal de boutiques Sine Qua Non, et il en avait notamment une à Marseille dans une rue qui s'appelle la rue de la République. Qui aujourd'hui est le bastion des franchiseurs de la food. Aujourd'hui, mais à l'époque pas du tout. Oui, à l'époque non. À l'époque pas du tout. En fait, cette rue venait d'être rachetée par 2 promoteurs immobiliers américains qui avaient complètement ravalé toutes les façades, et dans une superbe rue. Moi, j'étais étudiant à Marseille à cette année. À Marseille, ok. Ouais. C'est le bordel entre le tramway et les façades. C'est ça. Et en fait, ils voulaient en faire les Champs-Élysées de Marseille. Et donc, ils avaient commencé à commercialiser surtout le bas de la rue, en mettant, il y avait le premier Starbucks de Marseille, il y avait quelques concepts sympas, et donc le grand-père de mon associé avait une boutique Sine Qua Non dans la rue. Ça a dit super emplacement, il y a un petit truc en face pour vous, et donc on s'était installé dans cette petite boutique en face de chez lui, mais c'était trop haut dans la rue. Et en fait, le haut de la rue n'a jamais été commercialisé. Encore aujourd'hui, il y a rien. Enfin, il y a un gros trou entre Port de la Joliette et vraiment le début, le vieux port. Bon, ça c'est, je dis, c'est pour l'urbanisme. Petite digression. Mais donc on s'est installé là-bas et on a démarré. Donc on avait franchement pas beaucoup. On n'avait pas rencontré d'entrepreneurs de la restauration. On n'avait pas beaucoup discuté de notre projet avec d'autres personnes, etc. On s'était un peu lancé. De manière un peu trop rapide. Et donc on a fait plein d'erreurs, notamment déjà cette première erreur de l'emplacement qui s'est avéré être un très mauvais emplacement, parce qu'il y avait très peu de flux à ce niveau-là de la rue. Au début, nous, quand on a ouvert, on avait Rip Curl d'un côté, Esprit de l'autre. 1 an après, les deux avaient fermé. Enfin, on était vraiment tout seul dans ce tronçon de rue. Et bon, nous, c'est quand même, c'est de l'achat d'impulsion, c'est de l'achat plaisir. Donc, t'as besoin d'avoir du trafic devant ta boutique pour que ça puisse marcher. Et forcément, il n'y en avait pas assez. On avait fait n'importe quoi au niveau de l'aménagement du point de vente. Enfin, on n'avait pas pris un architecte spécialisé dans la food. Donc, on avait des couleurs qui étaient pas attractives. On a mis du noir et du rouge à l'époque. Le noir, parce que l'architecte s'est dit que c'était classe de mettre du noir, etc. On avait fait confiance. Quand je regarde la première boutique aujourd'hui, je me dis, mais c'était vraiment affreux, quoi. Et ça pouvait pas marcher, finalement. Ça pouvait pas marcher. Mais en fait, voilà, l'avantage, c'est que on avait quand même 2 trucs qui étaient positifs, qui étaient que, on avait trouvé une bonne image de marque qui plaisait bien aux clients, et on avait des bons produits. Enfin, on avait un bon produit. Notre glace au yaourt était bonne, les toppings qu'on mettait au-dessus étaient plutôt bien sourcés et tout. Et donc, on avait une clientèle assez fidèle. Pas assez nombreuse parce qu'il n'y avait pas assez de flux, mais ceux qui venaient, ils revenaient, quoi. Ils trouvaient ça bien, ils revenaient. On avait, dès le début, il y a des choses qu'on a toujours aujourd'hui. On avait vraiment voulu créer ce côté un peu ludique de la marque. Donc, on habillait depuis le début avec des salopettes rouges. On a des noms de produits un peu rigolos. Les tailles de pot, par exemple, c'est pas le petit, le moyen, le grand, mais le mignon, le beau, le magnifique. Nos recettes de smoothies, c'est des noms de couples du cinéma, de la littérature, etc. Donc, t'as le Bonnie and Clyde, le Roméo et Juliette, ce genre de trucs. Voilà. Et on avait aussi l'idée d'avoir un accueil un peu différent de ce qu'on peut retrouver de manière assez plus classique dans les restos. Donc on avait des petites phrases d'accroche quand les clients arrivent, quand ils repartent, on lui souhaite une bonne régalade, ce genre de choses. Okay. Donc voilà, on voulait vraiment appuyer sur ce côté ludique du concept. Donc tout ça plaisait bien. Le produit plaisait bien. On avait une offre qui était pas, on avait un peu refait ce qui était déjà fait sur le marché, c'est-à-dire que en gros, quand tu prenais ta glace, tu choisissais ta taille de pot, ton parfum de glace, et après tu payais un supplément à chaque fois que tu mettais un topping. C'est un peu les modèles Starbucks, justement, où tu as des tailles de boissons, quelque chose, et finalement tu rajoutes des choses dedans. Exactement. Ou les salades bars, ou les trucs comme ça. Enfin, tu mets des toppings et tu payes à chaque fois un supplément par topping. Et en fait, petit à petit, on a commencé à corriger un peu toutes ces erreurs une par une. Donc, on a changé les couleurs du magasin, on a un peu changé l'aménagement, on a changé notre offre, et ça, c'était un gros changement. C'est-à-dire que on a commencé à passer sur une offre de topping illimité. Donc, en fait, tu payes un prix fixe et tu mets tout ce que tu veux dedans. Okay. Et ça, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux auprès de nos clients, parce que le fait de payer un supplément par topping, déjà, ça rend ton offre pas hyper lisible en termes de prix. C'est-à-dire que tu sais pas exactement combien tu vas payer à la fin. Et puis t'as toujours à l'esprit,
te dire est-ce que ça vaut le coup que je rajoute, 3 framboises ou que je rajoute un coulis ou un truc comme ça va me coûter X centimes de plus ou un truc comme ça. Donc là, au moins, quand tu as un prix qui est fixe, tu penses uniquement à te faire plaisir. Et là, ça devient vraiment un jeu de composer ta glace en ajoutant des fruits, des coulis, des biscuits, des bonbons, etc. Et donc c'est un prix où tu dis t'as 3 toppings, tu mets ce que tu veux, ou 5 toppings, tu mets ce que tu veux, ou c'est vraiment un prix unique? T'as un prix unique avec topping, et après tu mets tout ce que tu veux. Moyen, grand, tu payes ta taille de pot en fait, mignon, tu payes ton contenant, et après tu peux rajouter tout ce que tu veux dedans en termes de topping. Alors dans les faits, tu peux pas en mettre 50, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on te dit là il y a plus de place, mais tu peux quand même, si tu veux en prendre 10, on t'en met 10, on t'en met une petite quantité de 10, mais on t'en met 10. Enfin en tout cas, t'as vraiment cette liberté-là. Et donc, et surtout, tu n'es plus là en train de te dire, ok, déjà combien ça va me payer à la fin, et est-ce que c'est bien de rajouter ça va peut-être me coûter un peu plus cher, etc. Là, tu penses uniquement à te faire plaisir une fois que tu as accepté de payer ce prix-là. Donc ça, je pense que cette offre-là a été importante dans le développement après de notre activité. Néanmoins, donc il y avait des erreurs qu'on pouvait pas corriger, l'erreur de l'emplacement, on pouvait pas la corriger. Et donc nous on n'était pas du tout enfin on était parisiens tous les deux avec Auriel, donc on s'était installé 1 an à Marseille, on a travaillé dans notre première boutique pendant 1 an, on était les deux seuls. Alors on avait quelques temps partiels en plus, mais voilà, on travaillait au début, on faisait 8h minuit tous les jours, enfin on était très mal organisé tout ça. Et ça servait absolument à rien d'ouvrir le matin, donc après on a changé nos horaires et tout, mais bon, en tout cas on se donnait à fond. Et voilà, on a quand même beaucoup appris cette année-là, surtout le côté opérationnel. Puis mine de rien, c'est comme ça qu'on a appris le métier quoi de la restauration. Et 1 an après, on est revenu à Paris. On avait mis un manager à Marseille et on est revenu à Paris pour ouvrir notre première boutique du modèle qui ressemble plus à ce qu'est au Yogurt Factory aujourd'hui, dans le Marais. Donc cette boutique qui existe toujours, qui est notre première boutique à Paris, rue Saint-Méry, et où là on a corrigé un petit peu tout ce qu'on avait mal fait là, sur cette première ouverture. Donc on avait Et quand c'est comme ça, cette deuxième boutique, vous vous entourez un peu plus, ou vous y allez encore à 2 en disant on a compris finalement un peu tout seul les écueils, ou là tu t'entoures un peu comme beaucoup de franchises peuvent le faire? Parce qu'à l'époque c'est même pas une franchise, vous êtes que dessus. Ouais, exactement. On faisait pas de franchise encore. Non, là on était encore que tous les deux. Mais bon, on avait déjà bien appris de nos erreurs. On a quand même pris un architecte qui était plus axé restauration, donc l'agencement était beaucoup mieux, les barres à topping étaient face aux clients, donc tu pouvais tout de suite voir, parce que l'argument de vente numéro 1 de notre concept, c'est de voir les toppings, les Kinder Bueno, les framboises, les fraises, etc. On a des fruits frais, donc c'est très attractif visuellement, très vendeur. Et donc voilà, on a fait ça, on a beaucoup mieux choisi notre emplacement. Là, on s'est mis sur un emplacement qui était très petit, mais très bien placé. Enfin, tout petit, mais très bien placé. Il y a 14 mètres carrés de surface commerciale. Et en gros, pour le coup, le succès commercial a eu lieu dès l'ouverture, quoi. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on faisait mieux qu'en 1 an à Marseille. On avait un petit loyer, tout ça, donc c'était vraiment une très bonne affaire. C'était une bonne affaire, toujours aujourd'hui. Et ça nous a permis ensuite c'est vraiment cette étape-là qui nous a permis de lancer le développement. Et avant de parler peut-être de la suite de développement, il faut peut-être que je parle un peu du concept, parce que j'ai un peu survolé au début. Mais grosso modo, Yogurt Factory, mais ça a un peu changé, parce qu'au début, on faisait vraiment surtout des glaces au yaourt. C'était plus de 80% de nos ventes, c'était de la glace au yaourt avec des toppings. Et on avait un peu de smoothie et de milkshake en plus. Donc voilà, c'était un peu les trois produits qu'on proposait à l'époque. Et c'est vrai qu'on a étoffé petit à petit, ça genre, on pourra en reparler plus tard, notre offre de produits. Mais pourquoi je dis... Donc bref, donc en tout cas, la glace au yaourt, qu'est-ce que c'est? En fait, on dit souvent que c'est une alternative à la glace qui est à la fois saine et ludique. Saine parce que la base de la glace, c'est 0% de matière grasse, il y a moins de sucre, moins de calories que dans une glace classique. Et ludique parce que tu peux rajouter tous ces fameux toppings dessus. Donc on a une 30aine de toppings, des fruits frais, des fruits secs, des biscuits, des Kinder Bueno, des Oreos, voilà, pas mal de marques, des Smarties, des choses comme ça, des bonbons, des coulis, avec des très bons coulis 100% fruits, Pontier, machin, etc. Et des trucs plus gourmands. Et donc l'idée, c'est d'en avoir un petit peu pour
pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'à la fois, je sais pas, la personne qui va faire un peu attention à sa ligne et qui va se prendre un truc, un avec yaourt des fruits, avec des fruits, un coulis de fruits dessus, ou la personne très gourmande qui va te mettre, je sais pas, des Kinder Bueno, des Oreos, du Nutella, caramel. machin, du caramel, tout ça. Et en gros, voilà, donc essayer de plaire à tout le monde, entre guillemets. Et cette offre-là, et donc aujourd'hui, on a un peu, au fur et à mesure des années, on a augmenté la gamme de produits proposés. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on se présente vraiment comme une offre de pause gourmande spécialisée dans la glace au yaourt. Okay. Aujourd'hui, la glace représente à peu près la moitié des ventes, entre D'accord. 80% ou 90% quand on a démarré. Et effectivement, aujourd'hui, on a une offre qu'on avait déjà un peu au début, mais qu'on a étoffé de smoothies et milkshake. On a une offre de gaufres, avec 2 types de gaufres. La Bubble Waffle, qui est une gaufre, en fait, ronde, avec des bulles, qu'on plie, en fait, et un peu comme un cône. Un cône, quoi. Et dans lequel on va mettre soit de la glace, soit de la chantilly et des toppings. Donc, produit très gourmand. On fait aussi des gaufres de Liège, et un peu de boisson chaude. Donc ça, c'est les produits chauds de la carte. Et on a une offre de bubble tea, thé glacé citronnade, qui fonctionne bien aussi. Donc voilà, on a une offre un peu plus équilibrée que ce qu'on avait au début. On couvre un segment un peu plus large de la pause gourmande, comme on dit dans notre jargon. Et quand tu arrives à Paris et que ça cartonne, et que tu te dis, est-ce que finalement tu te dis, on a trouvé la recette magique, il faut dupliquer ça le plus possible, ou il y a encore des choses à ajuster Alors, il y avait quand même des choses à ajuster, c'est-à-dire que je te parlais des 6 premiers mois, qui étaient plutôt les mois où on commençait été et automne, et ça marchait très très bien. Et par contre, l'hiver, ça marchait beaucoup moins bien. On s'y attendait évidemment, hein, notre produit principal, c'était la glace. Et donc, un glacier qui te dira que ses chiffres sont pareils en hiver qu'en été, je pense qu'il ne sera pas tout à fait honnête. Mais simplement, alors on avait quand même déjà, même à l'époque, lancé pour les gaufres de Liège en hiver, mais on n'avait pas encore la Bubble Waffle, les boissons chaudes. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, ok, ça marche très bien l'été, mais par contre, en hiver, c'est plus compliqué. Donc, comment on peut limiter un peu cet effet saisonnier? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de tester le modèle en centre commercial, parce que là, donc, on avait fait 2 fois du centre-ville. Et donc en 2013, on a créé une sorte de petit chariot, petit truc de 2 mètres carrés, qui ressemblait pas à grand chose, mais qu'on a pu installer dans quelques centres commerciaux. On a mis ça à Italie, on l'a installé à Italie 2, je sais plus, 3 fois 2 semaines ou un truc comme ça. On a été à Créteil-Soleil, on a été un peu à la Défense, mais à la Défense dans un chalet sur le parvis de la Défense. Et tout ça, ça nous a permis un peu de voir un peu l'appétence en centre commercial. Et on a pu aussi aller dans un centre commercial en hiver à Dijon, à Toison d'Or, toujours avec ce petit chariot. Et en gros, on s'est aperçu que on avait un bon accueil aussi dans les centres commerciaux. Enfin, le concept fonctionnait bien en centre commercial, et qu'on avait que ça marchait mieux en hiver. Enfin, automne, hiver, début de printemps, quoi. Enfin, quand il fait froid, parce que le centre commercial, en fait, c'est un peu le refuge. C'est un peu le refuge. Quand il fait trop chaud, ils mettent de la clim. Quand il fait froid, ils mettent du chauffage. Il pleut pas, il neige pas dans un centre commercial. Donc, t'as des conditions météo assez stables tout au long de l'année. Et t'as des flux très constants, et des flux assez importants. Alors, les loyers sont beaucoup plus chers qu'en centre-ville, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien. Donc 2013, c'était un peu, on avait le Marais, Marseille et ce petit chariot. Et en 2014, on a ouvert cette fois-ci ce qui ressemble aujourd'hui un peu notre modèle favori, c'est-à-dire des kiosques dans les centres commerciaux. D'accord. On en a mis, mais à l'époque, qui sont souvent entre les boutiques finalement. Exactement, ce qu'on appelle dans le mail du centre commercial, c'est-à-dire dans les allées du centre commercial. Et donc là, on les a mis chez Unibail, qui avait en fait à l'époque, toujours aujourd'hui, mais ils ont un service pop-up pour les emplacements éphémères pour tester, on va dire, des concepts dans les centres commerciaux. Et donc là, on a eu des kiosques, on va dire, de 15-20 mètres carrés à Carré-Sénard et à Parly 2 en 2014. Donc cette fois-ci, voilà, plus un petit chariot, mais vraiment un kiosque qui ressemble un petit peu à ce qu'on a beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est un mini point de vente au milieu des allées. L'avantage, c'est que tu es immédiatement visible du client parce que tu n'as pas besoin de rentrer dans la boutique pour voir les barres à topping et ce côté gourmand du concept.
Et ça a très bien marché. Bon, alors le problème, c'est que pourquoi on a fait des pop-ups, c'est qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire pour ouvrir, pour acheter un droit au bail, pour se remettre sur une bonne adresse à Paris ou payer un droit d'entrée dans les centres commerciaux. Parce qu'à l'époque, dans les centres commerciaux, là, je parle de 2014, il fallait encore payer des gros droits d'entrée, enfin, en tout cas, chez Unibail, ce genre de choses, pour avoir des bons emplacements. Là, ça a quand même beaucoup changé ces dernières années. Mais en tout cas, c'était le cas à l'époque. Mais ça nous a permis, donc ça, et on a ouvert un dernier à Beaugrenelle cette année-là, cette fois-ci en bail commercial. Donc ça a été finalement notre deuxième boutique fixe, Beaugrenelle, où on a très bien démarré à Beaugrenelle, pour le coup, encore mieux que le Marais. D'ailleurs, c'est la boutique sur laquelle on a fait une année le meilleur chiffre d'affaires de l'histoire du Court Factory. Enfin, c'était cette deuxième boutique-là. Et comment dire, et c'est ce qui nous a permis en gros de montrer, enfin d'aller après on a fait une première levée de fonds en 2015, début 2015, grâce à ces premiers résultats-là, qu'en montrant, regardez, on a un truc qui marche en centre-ville, on a un truc qui marche en centre commercial. Bon, effectivement, maintenant l'objectif c'est de dupliquer et d'accélérer. Et on n'avait pas les fonds pour le faire nous, on pouvait pas refaire de la succursale. Et donc l'objet de cette levée de fonds, c'était de passer un peu à la vitesse supérieure, à la fois pour le développement en propre et de démarrer le développement en franchise. Donc en fait, en 2015, cette année-là nous a servi à préparer le lancement en franchise. Donc on a travaillé pendant à peu près 1 an avec ce qui aujourd'hui est notre meilleure rencontre d'entrepreneurs, je pense, depuis le début du Court Factory, avec un avocat spécialisé dans la franchise qui a fait ça toute sa vie, qui s'appelle Olivier Deschamps. Petit coup de pub. Non, mais qui est hyper sympa et qui avait une offre, en gros, jeune réseau. En gros, je vais t'apprendre le métier de franchiseur. Parce que le premier truc qu'il nous a expliqué, c'est que c'est pas le même métier d'ouvrir des boutiques en propre et d'ouvrir. C'est la question que j'allais te poser. Souvent, j'entends souvent ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment quelque chose de différent alors ? En fait, quand t'es franchiseur, tu t'adresses à des entrepreneurs indépendants. Tu peux pas avoir c'est pas le même discours qu'avec tes équipes, tes managers, etc., qui sont des employés de ta société, enfin des salariés de ta société. Alors tu peux avoir toute forme de management, mais quoi qu'il arrive, tu peux pas t'adresser de la même façon à eux. Tu peux pas leur apporter enfin c'est des niveaux d'assistance différents, des niveaux, je pense quand même il y a des niveaux d'implication différents. Quand c'est toi qui mets ton argent dans le projet, c'est quand même pas la même chose. C'est vraiment, enfin c'est deux métiers différents, quoi. Je pourrais le développer un peu plus tard en réfléchissant un peu plus sur le sujet, mais c'est vraiment 2 métiers différents. Et en gros, pendant 1 an avec Olivier là, on le voyait 1 fois par mois et pendant une demi-journée, et on travaillait sur un sujet de la franchise. Donc je sais pas moi, qu'est-ce qu'une zone d'exclusivité pour un franchisé, enfin une zone de non-concurrence, et on définissait notre stratégie, la stratégie qu'on veut mettre en place là-dessus. Une autre fois, c'était sur quelle assistance on veut proposer aux franchisés, formation initiale, assistance à l'ouverture, qu'est-ce qu'on fait après en animation de réseau, etc. Une fois où c'était sur les matières premières, comment on va proposer aux franchisés de s'approvisionner, ce genre de choses. Et en fait, à la fin de ces 1 an, tu co-construis en fait avec lui un contrat de franchise, un DIP, un contrat de franchise et une organisation de franchise. Et puis lui, il avait une énorme expérience de la franchise, donc il te parlait des fonctionnements de plein de marques qui avaient beaucoup plus qui avaient réussi sur ce marché, sur ce segment. Et donc ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et bref, donc tout ça pour dire que donc 2015, on a travaillé là-dessus. Donc notre levée de fonds, elle s'est fait en avril, donc c'était un peu dur donc 2015, c'était aussi l'année où on a trouvé des emplacements pour le propre, pour se développer. Mais on en a ouvert qu'un seul en 2015, fin 2015 à Beauvais, qui était un bon flop au début, mais finalement qui s'est bien relevé après, qu'on a toujours aujourd'hui aussi. C'était pour montrer que ça marchait aussi en province, que marchait pas que à Paris. Et au début, ça marchait pas, donc tu pouvais pas. Au début, mais le centre était. C'est un centre co aussi. C'est un centre co qui est aujourd'hui en redressement judiciaire. Je pense que je connais pas d'autres centres commerciaux en redressement judiciaire. C'est un centre qui a été racheté plusieurs fois. Au départ, c'était Amerson qui l'avait créé, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, ça appartient à la foncière immobilière de Bordeaux.
ceux qui ont planté tous les trucs de Bordeaux, de GoSport, machin, c'est tous les qui ont racheté Camailleux, GoSport, machin. Bon bref, je vais passer la parenthèse, mais non, mais et c'est un centre qui était un peu compliqué, mais aujourd'hui on tire vraiment notre épingle du jeu, on est très content là-bas, et on gagne bien notre vie là-bas. Mais si le truc est en énergie, il pourrait vous forcer finalement à arrêter si demain. Ouais, mais je crois pas que c'est pas. Enfin, ça fait longtemps que ça reste en judiciaire et là il y a pas priori. Enfin, ça continue, il y a pas trop de sujets, mais c'est pas un centre super dynamique, mais pour autant nos performances se maintiennent, on est content là-bas. Mais en tout cas voilà, et en 2016, donc là ça a été une grosse année de développement pour nous puisque on a ouvert 4 points de vente en propre, donc en gros on passait de 4 à 8 points de vente, donc on doublait notre nombre de points de vente en propre et on démarrait la franchise. On a fait le premier salon de la franchise en mars. Et donc cette année-là, on a comme ouvert nos 5 premières franchises. Ok. 9 ouvertures en un an, là. Ouais, c'est ça. 9 ouvertures en un an. On est passé de 4 à une quinzaine, quoi. Enfin, de 4 à 13. Et ça, à l'époque, vous êtes toujours que 2. Enfin, en gros, parce qu'on souvent dit on ouvre la franchise, mais on va commencer à créer pas un siège, mais en tout cas des fonctions support qui viennent aider les fondateurs. On avait déjà, en 2016, on a recruté notre première RH, qui est toujours avec nous aujourd'hui, qui va partir à la retraite cette année, enfin en 2025. Bravo. Et d'ailleurs, c'est pour la petite parenthèse, elle est arrivée le lendemain de la diffusion de notre première émission télé. On était passé sur M6 dans Capital. Ok. Ils faisaient un Capital sur le yaourt glacé. Et dans lequel on s'est fait défoncer. Et on s'est dit, quand on a vu le truc, on s'est dit, waouh, ça va être horrible, on va se faire allumer sur les réseaux sociaux, etc. Bon, on a eu quelques commentaires, mais en fait, ça nous a surtout mis un gros coup de boost en termes de. Et pourquoi ils vous ont défoncé ? De communication. Alors, pour les restaurateurs qui n'ont pas fait Capital, méfiez-vous des journalistes de Capital, parce qu'en gros, ils sont super sympas, ils restent avec toi pendant, je sais pas, 5-6 jours, ils nous suivaient dans les bureaux, sur les boutiques, etc. Et en fait, alors nous, on était complètement ouais, tu t'es dit, ouais, c'est incroyable. Et contents de participer au truc, et comment dire, et enfin pas méfiants du tout, quoi. Et donc on parlait très librement de certains trucs. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sélectionnent des petits passages de ton truc et ils te font un peu dire ce que t'as pas envie de dire, et enfin ce que t'as pas envie de dire, des trucs faux, quoi. Ouais. Et enfin en tout cas, qui reflètent pas du tout la réalité de ta boîte. Et franchement, donc ça a été un truc très à charge. Bon, en gros, c'était, je caricature un peu, mais c'était les deux petits cons d'HEC qui s'en mettent plein les fouilles parce que ils vendent un truc, ils mettaient une glace comme ça, un schéma d'une glace en disant ça c'est les matières premières, et ça c'est les matières réelles, et ça c'est pour Réal et Manuel. N'importe quoi, alors que c'était pas super rentable à l'époque. Donc voilà, mais ça nous a quand même mis un super coup de boost. Donc finalement, merci. Il n'y a pas de mauvaise publicité finalement. Ouais, pas de mauvaise publicité. Mais du coup, le premier jour à la rentrée à la société, c'était le lendemain de ça. Et donc, je me souviens que je l'avais rencontré à ce moment-là et j'étais au fond du trou. Bon, et en fait, ça s'est très bien passé après pour nous. Mais bref, donc on a recruté, une RH à ce moment-là. On a recruté notre chargée de communication aussi à ce moment-là, qui était vendeuse à l'époque chez nous et qui est aussi toujours avec nous aujourd'hui. Ouais. On a la chance d'avoir, en tout cas, des gens qui nous suivent depuis très longtemps au siège. Hein, Priscilla, c'est ça? Priscilla, exactement, Priscilla. Et Camille, notre RH. Et on a notre responsable aujourd'hui, qui est un peu notre RAF, notre responsable administrative financière, qui ou presque DAF, quoi, qui s'appelle Justine, qui est arrivée une année après, en 2017. Ok. Donc finalement, quand vous ouvrez la dizaine de points de vente, c'est toujours vous deux qui ouvrez. Ouais, c'est toujours nous deux. Alors on avait un premier directeur des opérations qui faisait un peu le lien opérationnel entre nous et les boutiques, mais oui, on mettait vraiment la main à la pâte, quoi. Ouais. Dès qu'il y avait un absent sur un point de vente, c'était nous qui allions faire les services, etc. Couper les fruits le week-end dans le marais parce qu'il faisait trop de chiffres et qu'on n'arrivait pas à suivre. On s'est tapé des bonnes galères les premières années. Et mais voilà, ça nous a beaucoup appris. 2016, donc c'était une année horrible parce que on a fait, en plus, alors je sais plus, on a quand même perdu de l'argent parce que sinon on a toujours été rentable, quasiment, sauf 2016 et 2018. Enfin, je sais plus, c'est 2016. Bon, bref, en tout cas, mais c'est les années où on a fait beaucoup d'ouvertures, quoi. Les années où on fait beaucoup d'ouvertures, beaucoup de développement. Investissement. En fait, on a toujours un train de retard. Donc, on adapte l'équipe après avoir subi le choc, grosso modo.
Donc on a toujours pris un peu la marée sur ces années de fort développement. Et donc 2016, 2016, on a bien morflé. Bon, et après, petit à petit, ça s'est mis en place. En plus, notre directeur des opérations de l'époque est parti en franchise, ouvrir une des premières franchises Yogurt Factory. Donc, on en a, je sais plus comment on a fait, mais on a dû recruter un nouveau directeur des opérations à ce moment-là. Et la franchise, c'était moi qui faisais l'animateur réseau au début. D'accord. Bref, donc sinon, donc après en 2017, on s'est dit ok, maintenant on stabilise un peu le truc. Donc on a ouvert quand même 1 ou 2 boutiques en propre, je sais plus, et on a ouvert 7 franchises cette année-là. Donc on a augmenté un peu le rythme en franchise. Et peut-être que c'est cette année-là qu'on a recruté notre premier animateur réseau pour la franchise. D'accord. Avec 12 points de vente qu'on va dire à la fin de l'année. Donc ça, une bonne année du coup pour nous, parce qu'on avait stabilisé un peu le périmètre et on était mieux structuré. Et en 2018, là, on s'est remis une bonne tannée parce que on a repris notre principal concurrent de l'époque qui s'appelait Boon, Ok. qui faisait exactement la même chose que nous, enfin des yaourts glacés, glace au yaourt, un peu de smoothie, de milkshake, etc. Ils avaient combien? Le parc était grand? Ils en avaient 7. D'accord. Ils en avaient 7. Et donc, j'ai oublié de parler de ça, mais nous, en gros, notre stratégie de départ entre le propre et la franchise, c'était de se dire, Paris et Île-de-France, on connaît, c'est à côté de chez nous, on peut y aller facilement, s'il y a un problème sur un point de vente, on peut changer un peu les équipes, etc. On le fait en propre et on va en franchise en province. Et en fait, Boon, il y en avait 3 en Île-de-France et 4 en province, mais vraiment un peu aux 4 coins de la France. C'est-à-dire qu'il y en avait un à Cagnes-sur-Mer, un à Lyon, un à Lille, un à Rennes. C'est ça. Donc ouais, il y en avait 4 en dehors de... Donc, mais qui étaient quand même assez loin les uns des autres. Et donc là, cette année-là, pareil, année très compliquée parce que on fait donc on est quand même très content d'avoir fait cette opération-là. Hein. Donc, et c'était notre principal concurrent. On était un peu en compétition parce que, par exemple, dans les centres commerciaux, en bailleur, il va pas mettre 2 enseignes de glace au yaourt. Donc, à chaque fois qu'il y avait un emplacement un peu pause gourmande, si on était en compétition, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, nous on voulait prendre le dessus sur le marché, on voulait avancer vite et tout. Donc on a refait une deuxième levée de fonds d'ailleurs pour faire l'opération. Ouais, c'est l'action que j'avais posée. Ouais, d'ailleurs, et donc avec des actionnaires qui sont que des business angels, c'est-à-dire c'est un réseau de business angels qui s'appelle Investisseurs. Okay. En gros, ils se syndiquent, ils mettent 5-10 000 euros chacun. Et... Dans SPV. Ouais, alors en fait, non, mais en réalité, ils sont tous individuels dans le truc, mais ils raisonnent comme un. Ok. Et d'ailleurs, ils nous ont beaucoup aidé. Ils ont beaucoup aidé sur notre développement. Et bref, et donc on fait ce rachat. Et en parallèle, donc on a quand même ouvert 7 en propre. Enfin, on a repris 7 en propre parce qu'on les reprenait tous en propre, ceux-là. Plus 2 ouvertures en propre aussi cette année-là dans 2 centres commerciaux en Île-de-France. Donc on a ouvert 9. Et on a ouvert 9 en franchise. Donc en gros, on a doublé de taille cette année-là. Et donc là, pas du tout structuré. Enfin, ça pissé en tous les sens. Ouais, exactement. Voilà. Et genre, je me souviens, 2 jours après avoir signé l'opération, on avait 2 des managers de Boon, celui de Cagnes-sur-Mer et celui de, je sais plus où, de Rennes, je crois, qui partaient. Non, pas de Rennes, d'un autre qui partait. Et donc, on se retrouvait sans manager à Cagnes-sur-Mer, qui était à l'autre bout de la France. Donc, c'est Auriel qui était parti, genre 10 jours, faire le pompier là-bas. Bon, voilà, c'était difficile. Et c'est là où, parce qu'on nous avait toujours dit un truc, c'était, une des seules personnes à qui on avait parlé avant d'ouvrir Yogurt Factory, c'était le fondateur de Columbus Café, le premier fondateur. D'accord. Qui après est parti, je crois qu'il s'appelle Bloch, ou un truc comme ça, Philippe Bloch, un truc comme ça. Je sais pas comment on a vu ses contacts, ses coordonnées. Il nous avait dit la distance est l'ennemi du management. Donc effectivement, là on l'a bien compris, se mettre un truc où t'es à 6 heures de train ou en avion, aller 5 heures, tout compris pour aller là-bas. C'était une bonne galère à gérer à distance. Et qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de trouver des bonnes équipes pour pouvoir prendre le relais là-bas et gérer le point de vente. Et d'ailleurs, là, sur la concurrence, moi, j'ai une question que j'ai toujours posée. Là, ça fait quoi, 15 ans que vous êtes lancé? 12 ans, ouais. 12 ans, ouais. Et j'ai l'impression que moi, je vois rarement... Dans toutes les pans de la bouffe, je sais citer 3 marques de burgers, 3 marques de bagels, 3 marques... Mais dans les yaourts glacés, il n'y a qu'une marque. En tout cas, d'une taille oui, un peu conséquente. Non, mais c'est vrai. En fait, nous, alors, en 2016, là, quand on fait pour la première fois le salon de la franchise,
c'est un peu comme le donuts aujourd'hui, c'est-à-dire que le yaourt glacé, c'est le truc dans l'air du temps, à la mode, parce que donc ça a explosé aux États-Unis, ça avait explosé en Espagne. En Espagne, il y a des marques espagnoles qui s'appellent Yao Yao et Smoy qui avaient, en quelques années, ils sont montés à plus de 100 points de vente chacune. Et donc, ils arrivent en France, ils arrivent au sein de la franchise, et là, on est 10 enseignes, quoi. Il y a les 2 enseignes espagnoles, il y a 2 Américains, il y a un Grec, et donc, en gros, il y a un gros trend de frozen yogurt, glace au yaourt. Et d'ailleurs, Yao Yao commence à fortement se développer en France. C'est aussi pour ça que nous, on a eu besoin d'accélérer un peu avec ces levées de fonds, etc. C'est qu'il commence à ouvrir une quinzaine de boutiques en 2 ans avec un master franchisé. D'accord. Aujourd'hui, il n'y en a plus en France de Yao Yao. Et donc voilà, on entre vraiment en compétition directe avec ces enseignes-là. Et d'ailleurs, on a été vraiment en compétition. Yao Yao, c'est celui qui s'est le plus développé. Parce qu'on était, donc, je pense, un peu dans ces au même nombre de points de vente, à peu près dans ces eaux-là, quoi, une quinzaine, une vingtaine, 2015-2016. Et on était en compétition directe sur certains emplacements. À La Rochelle, ils étaient à 100 mètres de nous. À Montpellier, c'était vraiment en face de nous, à 50 mètres. Et en fait, notre offre a été plus adaptée au marché français. Eux, typiquement, tu vois, dans leur truc, t'avais pas l'offre de topping illimité. Donc, t'as le truc où tu payes un supplément à chaque fois que tu rajoutes des toppings. Les couleurs, leur couleur, c'est vert et blanc. Donc, ça fait un peu... Et ils ont axé surtout leur discours sur les qualités santé du produit. D'accord. Tu vois, quand t'es dans une boutique, t'as un pot de yaourt où ils te disent t'as tant de calcium, ouais. tant de protéines, machin, très axé santé. C'est bon pour les femmes, c'est bon pour les os, c'est bon pour les femmes enceintes, etc. Donc, et ça... le positionnement... pour la France, en fait, quand tu manges une glace en France, tu veux te faire plaisir. Après, si c'est... Tant mieux si c'est bon c'est moins mauvais pour ta santé moins mauvais. C'est bon pour ta santé si tu prends des fruits, si tu prends des Kinder Bueno et des Oreos, etc. Peut-être pas aussi bon. Mais, en tout cas, nous, tu vois, on donne pas de leçons, du coup, là-dessus. Si tu fais ce que tu veux, si tu veux prendre quelque chose de très sain, tu le fais. Si tu veux prendre un truc très gourmand, tu le fais. Si tu veux faire une fois l'un, une fois l'autre, voilà. En gros, on n'est pas là pour donner des leçons de santé. Et voilà. En tout cas, je pense que notre concept a mieux marché en France. Et eux, c'est pareil, c'est le modèle de la master franchise où t'as des objectifs élevés d'ouverture pour pouvoir garder ton contrat de master franchise. Donc, tu choisis pas bien tes franchisés, t'es sous-franchisé, et tu choisis pas bien tes emplacements. Et donc, eux, ils se sont plantés sur 3-4 emplacements, etc. Donc, très vite, ils ont commencé à enfermer, et en fait, la vague est assez vite redescendue. Et après, la mode du frozen yogurt est passée complètement. Donc, voilà, nous, on est restés, mais effectivement, la mode est passée. Donc, tous ceux qui avaient voulu rentrer, et il y en avait ouvert quelques-uns. Les Américains, il y avait Tutti Frutti, qui avait 500 dans le monde, qui en a ouvert quelques-uns en France. Tout ça, ils ont tous disparu petit à petit. Et ça, comment tu l'expliques aujourd'hui, au-delà de la mode, personne se dit on va aller concurrencer un peu Yogurt. Parce qu'en fait, finalement, vous êtes aujourd'hui un peu tout seul. À part, il y a plein d'initiatives un peu uniques. C'est-à-dire, j'ai un point de vente, j'ai 2 points de vente, c'est très cool. Ouais, alors même franchement, il y a de moins en moins des indépendants sur le frozen yogurt. Parce qu'il y en a eu pas mal, mais ils se sont quand même pas mal plantés. C'est dur en fait de monter une enseigne de frozen yogurt. En fait, ça paraît très simple comme ça. Et nous, quand on a démarré, ça paraissait très simple. D'ailleurs, on s'est planté sur le premier. Mais en fait, c'est dur. Non, c'est dur à faire marcher. N'y allez pas. C'est dur à faire marcher. Pourquoi ? Parce que non, mais n'y allez pas. Allez-y. Non, mais la glace de manière générale, c'est dur. Hein. Enfin, il y a un seul glacier qui marche en France, c'est Amorino. Parce que j'allais dire, finalement, ton vrai concurrent, c'est un glacier finalement aujourd'hui. Pas forcément frozen yogurt. En fait, mes concurrents, moi, c'est toute la pause gourmande. C'est-à-dire, Amorino, c'est mon concurrent le plus identifié, mais un des concurrents indirects parce qu'on n'est pas sur le même produit. Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même clientèle d'ailleurs qu'Amorino, qui est très centre-ville, clientèle très touristique, un peu plus âgée que nous, etc. Donc finalement, tu es en face finalement de tout ce qui est monoproduit peut-être. Le donuts, exactement, le cookie. Moi, en fait, cookies, donuts, dessert dans un shop. Même coffee shop, tout ça. En fait, tu vas pas te prendre et un cookie à un endroit et une glace chez nous à un autre endroit. Donc, tous ces trucs-là, c'est de la concurrence indirecte. Effectivement, la concurrence la plus directe, c'est de la glace, mais en fait, même une enseigne de bubble tea, une enseigne de smoothie, une enseigne de cookies, une enseigne de donuts, tout ça, c'est de la concurrence indirecte pour nous. Et pourquoi c'est dur la glace, enfin ce segment-là ? Parce que c'est saisonnier. Donc, il faut quand même comprendre que et même si tu le sais, tu t'attends jamais à la baisse que tu vas avoir pendant l'hiver. Même en étant en centre commercial, on a de la saisonnalité. Et même avec des produits divers, comme les gaufres et tout. Ouais, évidemment que ça l'atténue. Le fait d'être en centre commercial et d'avoir des produits divers, ça l'atténue. Alors même pour le centre-ville, d'avoir des produits divers, ça atténue quand même. C'est ce qu'on vend le plus en tout cas, ça grossit fortement en hiver. Les gaufres, ça va représenter 30-40% de notre chiffre d'affaires en hiver. Mais les glaces resteront toujours majoritaires, même en hiver.
Ok. Ouais. Il y a quand même des Français qui mangent des glaces en hiver. Et il y a des pays où, j'espère que la France va devenir de plus en plus comme ça, mais des pays où on mange de la glace en hiver. Les pays nordiques, ils mangent des glaces en hiver. En Italie, ils continuent à manger des glaces en hiver, etc. Mais bon, c'est pas trop la culture française pour le moment. Donc c'est dur, il y a de la saisonnalité. C'est des petites unités. Donc en fait, il faut être très précis dans ta gestion de l'unité commerciale, quoi. C'est-à-dire, faut faire très attentif aux marges, aux masses salariales, au loyer que tu vas payer, etc. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir autant de latitude que sur un resto qui fait 1 million de chiffre d'affaires, où si t'as un mec en plus, bon, ça va s'écraser un peu sur son truc. Là, il faut être assez précis dans ta gestion des ratios financiers. Donc en fait, et surtout, je pense que le type de profil qu'ils avaient lancé, c'était des profils peut-être un peu comme nous, qui n'étaient pas des pros de la restauration. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Et puis aujourd'hui, je pense quand même qu'on a une bonne notoriété. Donc, pour aller nous chercher sur les emplacements, il faut une bonne notoriété. On est quand même bien installé un peu partout en France. On a 80 points de vente. Donc, c'est plus difficile de s'installer aujourd'hui. À 80 maintenant? Ouais. Quelle part en franchise et en succursale? On en a 20 en succ. Ok. On en rajoute 2 cette année. Enfin, en 2020. Toujours la stratégie Paris ou ça a un peu évolué? Ouais, toujours Paris. Et avec Boon, on a quelques-uns en dehors de l'Île-de-France. Et donc, quand on a quelques-uns en dehors de l'Île-de-France, si on a une super opportunité à côté de celui qu'on a déjà, tu crées des petits nœuds. Voilà. Donc là, par exemple, on en avait un Cagnes-sur-Mer, qui est notre meilleur point de vente en chiffre d'affaires. On avait une opportunité à Cap 3000 juste à côté. Okay. Et ça a 10 minutes l'un de l'autre. On l'a prise. Là, on va racheter notre franchisé de Noël Godot, qui est juste à côté de notre point de vente de Lille. Donc, c'est pareil, ça a du sens. Donc voilà. Mais sinon, oui, c'est quand même majoritairement province et étranger en franchise et Île-de-France en succursale. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. Là, on était sur Boon. Ouais, donc. Et c'était dur. Non, pourquoi c'est dur? Ouais, donc en fait, voilà, c'est dur parce qu'il faut être. En fait, il faut être très précis sur la gestion de ton point de vente. Et Amorino, en fait, ils font plus de chiffre d'affaires que nous. Mais Amorino, c'est énorme respect pour Amorino. C'est une superbe marque, superbe concept. Mais c'est pas du tout le même business model que nous. C'est-à-dire que ils ont des emplacements, ils ont les meilleurs emplacements de chaque ville. Ils demandent, pour les franchisés, il faut des apports personnels qu'il faut pour ouvrir 5 ou 6 boutiques chez nous. C'est comme McDo, en fait. Il y a des. C'est différent. Mais je pense que leur modèle, je connais pas le détail, mais a l'air très rentable. Et la preuve, ils se développent énormément. Et ils ont démarré 10 ans avant nous, donc on a un peu de temps pour les rattraper. Mais ouais, non, c'est super ce qu'ils ont fait. Mais voilà, il y en a pas beaucoup. C'est ça que je veux dire, c'est que t'as Amorino, à la limite Häagen-Dazs, mais c'est un peu différent parce qu'Häagen-Dazs, c'est un modèle. C'est un modèle. Hybride. Ouais, hybride, grande distrib et retail. Et d'ailleurs, le retail baisse quand même par rapport à parce que c'est difficile de maintenir je pense, c'est difficile de vendre un truc en grande distribution, je sais pas, 5 € le pot et de vendre ta boule de glace quasiment à 5 €. Ouais. Donc, pour le même produit, tu vois qu'il y a un peu un problème de positionnement. Et donc, il n'y a pas beaucoup des glaces. Il y avait Sorbet d'amour. Enfin, à chaque fois, tu as des initiatives. Sorbet d'amour, ça n'a pas marché. Enfin, le marché de la glace, c'est quand même un peu Yaoz aussi. Un cimetière. Yaoz, mais alors lui, il existe toujours. Okay. Et lui, pour le coup, il fait du yaourt glacé comme nous. Et bref, et donc lui, il est. Mais bon, je sais pas exactement combien il y a de points de vente. Oui, c'est beaucoup plus petit. Il y a peut-être entre 5 et 10 points de vente, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas eu de gros développement sur le yaourt glacé en France, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens. Ok. Puisqu'aujourd'hui, en fait, nous, quand tu me demandes qui sont nos concurrents, c'est plutôt les grosses enseignes européennes. Et il y en a quelques-unes. Il y en a 2 en Espagne et 2 en Italie. D'accord. En Espagne, tu as Yao Yao et Smoy. Donc Yao Yao qui aujourd'hui est quasiment le leader mondial du frozen yogurt. Ils ont 400 points de vente. Et notamment, je crois, un peu moins de 150 en Espagne. Donc ils sont encore beaucoup plus avancés que nous. Et très fort en Asie. Ils font les 2 tiers de leur chiffre d'affaires en Asie.
D'ailleurs, on est en train de poser... C'est la réflexion. Normalement, enfin, je touche du bois, mais on devrait commencer notre développement en Asie. On va commencer notre développement en Asie, là, en Ouzbékistan le mois prochain. Et on va commencer aussi en Asie du Sud-Est dans pas longtemps. Alors attends, ça deux questions, parce que... Non, j'ai sauté un peu des étapes. Non, mais c'est surtout... Est-ce que justement, vous êtes déjà frotté à l'international parce que tu me dis finalement, Yao Yao, ils sont énormes en Espagne et tout, mais quand ils sont venus en France, ils n'ont pas réussi. Il y a pas mal de pays où ça n'a pas pris et des pays où ça a cartonné. Et vous avez déjà essayé à l'étranger. Et deuxième question, pourquoi l'Ouzbékistan? Comment on arrive à se dire on va ouvrir un point de vente en Ouzbékistan? Attends, juste pour refaire un peu la chronologie. Donc 2018, année bordel. 2019, pareil, on fait comme 2017, c'est-à-dire ça commence à bien marcher parce qu'il fallait quand même transformer tous les boons qu'on avait achetés en Yogurt Factory. Donc on a eu énormément de travaux. Oui. Et la transformation, elle s'est finie à l'été 2019. Donc on commence à être un peu soulagé à l'été 2019. Et puis 2020... tout s'arrête en mars. Et là, pareil, horrible quand même, 2020. Mais bon, je pense comme pour toute la planète, comme pour tout le monde et pas que pour les restaurateurs, mais pour tout le monde. Mais en particulier pour nous. Puis en plus 2020, nous, on n'avait pas. Il y avait évidemment les trucs de chômage partiel, etc. Mais il y avait pas les comment t'appelles ça, les aides de l'État, parce qu'on n'était plus une TPE, on était les une PGE, PME. les machins. Alors on a eu le PGE, okay. On a pris un gros PGE, c'est ce qui nous a permis de passer la période, mais on n'avait pas d'aide de l'État, donc on a perdu beaucoup d'argent cette année-là, parce que tu avais quand même des charges fixes qui continuaient, même en étant fermé, tu as dû payer un peu de loyer de fermeture, les bailleurs n'ont pas été super cool sur les trucs. Et à l'époque, on n'avait pas. En 2021, on a eu des aides de l'État, et d'ailleurs ça nous a beaucoup aidé, tu avais un pourcentage de ton chiffre d'affaires de l'année N-1, je sais pas quoi. Mais en 2020, franchement, on faisait que perdre de l'argent, quoi. Donc c'était en étant fermé. On avait encore des charges en étant fermé. Donc c'était dur. Mais on a quand même commencé en 2020-2021 à ouvrir quelques-uns à l'étranger. On a ouvert notre premier à l'étranger à La Réunion. Pardon. D'abord, on a commencé à ouvrir au Luxembourg. Mais ça, c'était peut-être en 2019. Avec notre franchisé de l'Est, qui est un super franchisé, Mehdi. Ancien footballeur pro. Ouais, ancien footballeur pro. Comment tu connais l'histoire? Moi, j'adore le foot. Je connaissais. En fait, c'est un jour quand j'ai vu qu'il était client chez nous, et je dis mais c'est pas possible, il a le même nom qu'un footballeur. Ouais, ancien pro de foot. Qui est un franchisé Columbus Café. Donc il y avait déjà 3 Columbus Café quand on l'a rencontré. Et qui a commencé à ouvrir un premier yogourt en 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2017. À Metz, et maintenant il en a 5 avec nous, et pareil 5 Columbus, je crois. Est-ce que ça, c'est une stratégie des multifranchisés de se dire, tu parlais de le concurrent de la pause gourmand, dire tiens, j'ai une offre d'un côté A, une offre B, comme ça finalement c'est un peu poche gauche, poche droite finalement. Complètement. Je pense que ça a beaucoup de sens de travailler avec des franchisés. On a quelques franchisés Columbus Café, notamment des très bons et très gros franchisés Columbus qui ont 5-6 Columbus chacun. Et qui ont pareil 4-5 yogourts chacun. Okay. Et en fait, leur stratégie, c'est de mettre dans le même centre commercial ou dans la même zone de chalandise un yogourt et un Columbus. On a ça avec une ou deux autres franchises aussi, et ça a du sens parce que c'est un peu le même type d'activité. Ils nous disent que nous, le Yogurt Factory, c'est un Columbus en facile à gérer, quoi. Parce que t'as beaucoup moins de prépa, t'as moins de produits, etc. Donc, et c'est beaucoup plus petit. Mais c'est un peu le même type le même type d'enseigne. On adore l'enseigne Columbus Café d'ailleurs chez Yogurt Factory. Et bref, je pense que ça a beaucoup de sens et ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de franchisés qui ont plusieurs marques entre guillemets, et ça leur permet en fait sur la même zone de chalandise de mutualiser plusieurs enseignes. D'ailleurs, ils ont souvent, en plus de Yogourt et Columbus, ils ont souvent du comptoir de Mathilde maintenant. D'accord. Voilà, bref. Et pour un franchisé, ça peut aussi servir à finalement mutualiser aussi la partie RH. Je veux dire finalement, si je sais pas si c'est possible ou pas, mais un peu. Moi, je le recommande pas forcément parce que t'as quand même un savoir-faire un peu différent sur chaque enseigne. Mais oui, ça peut être une possibilité si t'es en galère sur un service ou un truc comme ça de mutualiser. Et on a même ouvert un point de vente avec Bagel Corner. On est dans la même cellule. On est d'un côté yogourt, d'un côté bagel. Et au milieu, tu as une terrasse commune et on peut changer un peu les équipes de temps en temps quand il y a. Eux, ils travaillent plus au déjeuner, nous, on travaille plus l'après-midi. Bon, tu vois, on peut switcher un peu les équipes comme ça. Mais ça a du sens. Ça marche bien, ces modèles de doubles offres? On en a qu'un seul comme ça. Okay.
mais ouais, c'est pas mal. J'avais vu Jour aussi avec NKI Sushi dans le sud faire un truc comme ça, je crois, vers Montpellier ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est pas évident à faire. C'est pas évident à faire. Il faut trouver le concept bien complémentaire avec le sien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas très répandu. Et je pense qu'il y a pas mal de concepts qui veulent avoir un franchisé pour eux et pas à partager avec une autre enseigne. Ah, parce que là, c'est un seul franchisé qui a les deux marques. Ouais. D'accord, ok. Un bail, 2 enseignes et un franchisé. Ok. Donc oui. Et donc il paye aussi 2 droits à la franchise, j'imagine. Enfin, comment ça se passe il paye. Il a ses redevances. Il a 2 redevances. Il fait son chiffre d'affaires d'un côté. Ah oui, c'est vrai. Factory, son chiffre d'affaires d'un côté. On n'a pas les mêmes systèmes de caisse, etc. Et il paye ses propres redevances à chacune des enseignes. Et donc pour revenir sur l'étranger, donc au début on a commencé dans les pays limitrophes, donc on était en Luxembourg et en Belgique. On a 2 en Belgique maintenant et 1 au Luxembourg, bientôt 2 au Luxembourg. Bon là en fait c'est un peu pareil que la France, c'est-à-dire que pareil, t'as des spécificités de marché où ils attendent quelques trucs différents, mais je veux dire c'est un peu comme gérer de la province, quoi. C'est pas très loin en distance, etc. Et après on a commencé à en ouvrir des plus loin. Je crois que c'était en 2021. On a ouvert notre premier à La Réunion. Aujourd'hui, on en a 2. Et notre premier en Afrique, au Gabon, où on a été contacté, un peu une opportunité pour le coup. On a été contacté par une franchisée là-bas qui avait déjà des commerces au Gabon. Et donc là, c'est pour le coup, c'est vraiment différent parce que c'est surtout la partie des appros qui diffère, quoi. Bon, voilà, mais en fait, c'est différent, mais sans être si différent que ça, parce que une fois que tu as trouvé le bon transitaire avec qui travailler pour tes appros, mais c'est le sujet central, et que tu adaptes un peu ton offre au marché, c'est-à-dire, évidemment, tu vois, par exemple, truc tout bête, mais nous, on a des fruits qu'on a en France et qu'on peut pas avoir au Gabon toute l'année, ou au Sénégal, ou dans les autres pays où on est. Donc voilà, il y a des petits ajustements d'offres à faire, mais sinon, le cœur du concept reste assez identique d'un pays à l'autre. Et donc, on a commencé à se développer un peu en Afrique. On est au Maroc, au Sénégal, au Gabon et à La Réunion. Et en Europe... La Réunion, c'est une terre de franchise, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de franchiseurs qui s'installent à La Réunion. Et souvent, c'est des super unités pour les franchiseurs, enfin, pas pour les enseignes, pardon. C'est souvent, il y a souvent des records de chiffre d'affaires qui sont faits à La Réunion, tout ça. J'explique pas trop. Nous, c'est pas le cas. C'est bien, mais c'est pas non plus, c'est pas du tout les records. Par contre, on est ouvert en Nouvelle-Calédonie. Là, pour le coup, à l'autre bout du monde, un premier l'année dernière, un deuxième cette année. Et le démarrage a été, on a fait les meilleurs chiffres de l'histoire du Yogurt Factory au démarrage en Nouvelle-Calédonie. Incroyable. Ouais. On s'y attendait pas du tout. On s'est fait exploser. En gros. J'imagine que l'animateur réseau était ravi d'aller faire l'ouverture. Ouais. Mais en fait, figure-toi qu'il était au mois de septembre. Et il faisait pas super beau, tu vois, 15 degrés, on s'imagine un truc paradisiaque et tout. Je crois que c'était très sympa, il était très content d'y aller, mais il faisait plutôt 15 degrés, un peu de pluie, et pour autant, on a fait des chiffres exceptionnels les premiers mois. On a été un peu là, on a été très très impacté par des mouvements, les mouvements sociaux, enfin, on appelle ça indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Donc la boutique est restée fermée 2 mois, la première, puis ça a rouvert, mais vraiment avec des horaires très restreints, avec de la sécurité autour et tout, et c'est toujours pas revenu à la normale. Mais elle a quand même la confiance dans le concept. On a ouvert un deuxième, cette fois-ci en bas, alors là pour le coup dans un truc paradisiaque, baie des citrons en face de la plage, donc là très 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 chouette. Donc voilà, on a ouvert en Nouvelle-Calédonie, mais donc et là on a aussi ouvert un premier en Espagne, qui est un peu un territoire très important pour nous parce hostile. Que hostile parce que c'est là où est Yao Yao et où ils sont archi dominants et très connus, etc. Mais ça démarre pas trop mal et on aimerait bien se développer un peu plus dans le sud de l'Europe parce que c'est là où le concept fonctionne bien. C'est tout ce qui est Espagne, Portugal, Italie, etc. Donc on aimerait bien se développer un peu plus là-bas, mais la difficulté pour l'international, c'est de trouver le bon partenaire parce que nous on n'ira pas en propre. C'est des. Donc là, tu cherches des masters franchisés ? Ouais, alors soit des masters franchisés, soit pour l'Europe en tout cas, c'est plutôt des franchisés à qui tu as donné une exclusivité territoriale sur une zone. Donc, mais pas alors
pour qu'ils les ouvrent eux en propre, pas pour qu'ils fassent de la sous-franchise. Ok. Parce que quand tu es master franchisé, l'idée c'est que tu en ouvres 2 ou 3 au début et après tu fais de la sous-franchise, tu fais le même job que nous, ils deviennent franchiseurs de la marque dans le pays. Et c'est là où ça peut partir un peu, où ça peut aller un peu moins bien parce que ils ont des objectifs d'ouverture, donc ils sélectionnent pas bien les franchisés. En tout cas, nous, c'est un petit peu ce qu'on a vu sur ce qui s'est passé avec Yao sur le marché français et même on a eu quelques mauvais échos de ce système-là. Donc c'est vrai qu'on préfère faire de la franchise directe, mais avec l'exclusivité territoriale, pas forcément sur le pays complet, sur des pays clés comme ça, mais sur une région. Ouais, ce qui est pas simple, c'est qu'il faut trouver quelqu'un avec des reins, quoi. Parce que c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et puis t'es en compétition avec toutes les marques, quoi. Pourquoi ils prendraient Yogurt Factory et pas à l'époque, je sais pas, Pitaya, Pokawa, des trucs plus gros que nous, plus connus que nous, etc. Donc il faut avoir le bon fit avec le franchisé. Donc c'est super dur de trouver ces profils-là. Et ça, tu les spots au salon de la franchise, justement, ça, ou c'est peut-être du direct des fois Ouais, franchement, c'est quand même au salon de la franchise. Tu vois quelques profils internationaux, mais non, c'est plutôt souvent des gens qui te contactent en dehors du salon. Je suis passé un yogourt à tel endroit, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous avez des stratégies sur tel pays C'est souvent un peu c'est plus comme ça que ça se passe. Et donc, tu as eu un Ouzbek qui t'a contacté. Un Ouzbek qui m'a contacté, Anvar, très sympa, qui a travaillé à l'ambassade d'Ouzbékistan en France et en Belgique, donc qui connaît et qui aujourd'hui aide les sociétés françaises à s'installer en Ouzbékistan, notamment, et qui a le projet beaucoup plus large que Yogurt Factory, d'emmener des marques françaises et belges en Ouzbékistan. Ok. Donc il a signé, je pense pas que je divulgue d'informations confidentielles, mais il a signé avec pas avec plein, mais avec 5 franchises, plutôt des trucs haut de gamme où c'est en cours en tout cas, avec Pierre Hermé, Fauchon, comment ça s'appelle, Le Pain Quotidien, des choses comme ça, des enseignes comme ça, pardon, pour les emmener en Ouzbékistan. Et donc moi je suis allé à Tashkent en Ouzbékistan pour découvrir un peu le marché. Et donc on va en ouvrir 3. On en ouvre le premier soit juste avant les fêtes, soit juste après, et 2 après au printemps. C'est incroyable. Ouais. Et en fait le marché. Bon, on va voir comment ça marche évidemment, mais le marché est très dynamique. En fait, l'Ouzbékistan, c'est un pays la population a doublé en 20 ans. Tashkent, t'as l'impression d'être en Chine, t'as des immeubles partout qui se construisent. C'est très, très dynamique. Alors, t'as comme le côté soviétique, c'est-à-dire que c'est des grandes allées avec des trucs sur les côtés. Mais c'est vraiment très, très dynamique. Il y avait une vraie classe moyenne qui se crée. Énormément de consommation et il y a des trucs de glace partout. Ok. Alors, il faudrait qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, mais ils consomment énormément de glace. Alors, t'as soit le très haut de gamme, soit je sais pas comment on dit, pas le très bas de gamme, le très entrée de gamme, c'est-à-dire avec des glaces à 1 euro, quoi, grosso modo. Ouais, ok. Et donc, nous, il va falloir qu'on arrive à trouver le bon positionnement dans tout ça. Mais voilà, c'est des. Et donc, ce franchisé, donc, Anvar est associé avec un autre entrepreneur qui a pas mal d'autres business aussi dans le pays, donc ils ont pas mal de connexions, tout ça, et on espère qu'on va faire un beau premier développement là-bas. Et en parallèle, pas en parallèle, mais là notre aussi beau projet du moment à l'international, c'est la Malaisie. Enfin la Malaisie et de manière plus générale l'Asie du Sud-Est, où là on est en contact avec une personne pour le coup à qui on va donner la master franchise pour le pays. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui la Malaisie c'est le pays numéro 1 de Yao dans le monde. Ils ont 150 points de vente là-bas. En moins de 10 ans, ils ont ouvert 150 points de vente. Sur un territoire qui est pas si... Pas si tu diras, c'est vaste, mais... Ouais, mais il y a que, je crois, 35 millions d'habitants, un truc comme ça. Tu vois, c'est pas la Thaïlande ou je sais pas, pas l'Indonésie. Voilà. Et en gros, ce franchisé-là, il cherchait une marque de frozen yogourt et de gaufres. Donc on est dans le bon truc à développer. Bon, c'est pas encore fait, mais j'en parle un petit peu. Enfin, c'est fait. On a signé les premiers documents, mais on n'a pas encore finalisé le truc. Mais c'est très bien avancé. Il est venu en France. Ça s'est très bien passé tout ça. Et effectivement, nous, l'Asie, ça c'est comme je te disais au début, c'est Yao a 2 tiers de ses magasins en Asie, entre la Malaisie, les Philippines, où c'est un marché très dynamique. Le marché plus dynamique pour le frozen yogurt aujourd'hui, c'est les Philippines. Où tu as à la fois des marques locales, des marques américaines, des marques étrangères qui se disputent ce marché, parce que c'est une population très jeune, avec une classe moyenne qui se crée aussi, etc. L'Indonésie. Et donc, nous, avec ce franchisé-là, on va essayer de se développer en Malaisie et aussi dans les pays autour,
où en fait, lui, c'est un franchisé qui a, enfin, c'est un super mec qui, en gros, a travaillé chez Carrefour en Asie pendant très longtemps. Il était, donc il connaît le master franchisé de Carrefour en Indonésie. Voilà, il a monté sa propre marque. En fait, il a été plusieurs fois avec des fonds de private equity dans du développement fort sur un concept de pharmacie, un concept d'ingrédients pour boulangerie, etc. Okay. Donc il est très connecté en Asie, et l'idée c'est avec lui de se développer aussi, enfin grâce à lui de se développer dans d'autres pays d'Asie. Donc ça pourrait être un gros levier de développement pour nous. Bon, c'est encore hypothétique, mais voilà. Quand c'est comme ça, t'as la personne qui va donc développer, on va dire, le pays ou la région. Comment c'est quoi votre rôle finalement? Parce que vous êtes au bout du monde, vous filez un peu je schématise exprès, mais un bouquin avec la marque, comment ça fonctionne, comment on opère un yogourt. Est-ce qu'après on vous parle plus, ou est-ce que vous êtes tout le temps là, tout le long du truc? Le rôle il doit être différent qu'avec tes franchisés français, j'imagine. Ouais, il est un peu différent. En plus, il est dans un rôle de master franchisé, donc lui il va faire à la fois de la franchise et de la sous-franchise. Donc effectivement, le rôle il va être différent. En fait, il y a un accompagnement au début qui doit être très important, parce que surtout pour des pays comme ça, il y a de l'adaptation à faire au concept. Il faut voir ce qu'on arrive à apporter comme matière première là-bas, qu'est-ce qu'on va acheter sur place, qu'est-ce qu'on va faire en termes de prix pour être compétitif par rapport à Yao Yao, etc. Enfin, je pense qu'il y a des études de marché, peut-être. Ouais, des études de marché, il y a un gros travail à faire en amont. Et après, il y a quand même, on fait quand même beaucoup de visio, de choses comme ça. Et je pense qu'on est autant en contact avec notre franchisé de Nouvelle-Calédonie, ou notre franchisé, peut-être bref, on va faire avec nos franchisés de l'étranger qu'avec nos franchisés de France. L'idée, c'est qu'ils participent quand même à la vie du réseau. Donc, tu vois, quand on a des conventions, alors je sais pas s'il viendra, j'espère pour la Malaisie, mais on essaie de les faire venir aussi pour ce genre d'événement. Et après, nous, on y va quoi qu'il arrive, quoi. Donc, on y va à l'ouverture. Et là, pour la Malaisie, il est prévu qu'on y aille 2 fois par an pour aider. Donc, c'est évidemment moins que les franchisés en France, où on y va plutôt tous les mois et demi. Mais ouais, c'est un accompagnement un peu différent, peut-être un peu plus business, un peu plus business coopérationnel. Mais en même temps, là, on a un profil qui est très capé opérationnellement, tout ça, et l'idée, c'est qu'il ait des équipes aussi sur place bien. Oui, il lance pas Yogourt en Malaisie comme toi il y a 15 ans à Marseille. Non. Ouais, et puis qu'est-ce qu'on apporte? En fait, on apporte aussi toute l'évolution de la marque, parce qu'en fait, donc si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que par rapport à toutes ces, nous disons que c'est un cimetière dans le Yogurt glacé. Il y a eu tellement de fermetures de boutiques, les Grecs, les Espagnols, machin, ils ont tous réussi à s'implanter à un moment quand même un petit peu sur le marché, les Américains et tout, mais tout le monde a fermé. Donc c'est pour ça que le marché est difficile, et c'est aussi parce que il faut tout le temps faire évoluer un peu ton modèle. Voilà, donc je t'ai dit, on a amélioré notre offre, on a ajouté des nouveaux produits, on a changé l'offre sans topping avec topping, topping en supplément, ou topping illimité. On a ajouté les bornes de commande, on essaie de suivre au maximum les évolutions du marché. On a changé un peu le concept architectural, j'en ai pas parlé, mais on avait fait appel en 2015 à une agence de design architectural pour faire notre concept. On l'a réamélioré un peu ces dernières années, et là on va vraiment le retravailler avec une agence pour le refaire vivre, parce que ça s'essouffle un peu forcément le côté design d'un concept. Tu peux pas garder la même, sinon tu vieillis entre guillemets dans la tête du client, quoi. Et donc t'es sans cesse obligé de te renouveler un peu au niveau de ton marketing, au niveau de tes offres, au niveau de tes produits. Et ça, c'est notre travail. Et si on le fait pas, tu stagnes, ou tu commences à baisser. En plus, ces derniers mois dans la restauration, ces dernières années, c'est un peu plus difficile avec les problèmes de pouvoir d'achat, etc. Donc il faut réagir, quoi. Tu peux pas juste prendre les coups et ne pas réagir. Donc je pense que c'est ça qu'on apporte quand même en priorité à nos franchisés, à notre réseau, quoi, que ce soit les boutiques en propre ou les franchises. Nous, tu vois, par exemple, on a un des gros enjeux de ces dernières années, c'était de mieux maîtriser notre approvisionnement. Ok. Parce que justement, pendant le Covid, on a eu des problèmes d'approvisionnement sur les bubble tea, par exemple. On n'avait plus de boba. Impossible de trouver des boba à notre fournisseur, parce que les containers, c'est des produits qui viennent de Taïwan. Et il y avait plus de containers, plus de bateaux, machin et tout. Donc, plus de boba. Donc, on a eu, sur nos emballages, on a eu des ruptures, on avait des pots pas nos pots logotés Yogurt Factory, etc. Donc,
chez Métro, il y avait des ruptures sur certains trucs, etc. Donc en gros, on avait plein de fournisseurs. En plus, c'était un peu plus complexe, en tout cas, de gérer tes appros, parce que tu avais plusieurs fournisseurs. Et nous, on disait qu'on était centrale de référencement. Notre job, c'est de négocier les meilleurs tarifs possibles pour le réseau avec des fournisseurs. Mais voilà. Et ensuite, chacun achetait, ou pas, hein, d'ailleurs, ils n'étaient pas obligés, mais ils achetaient chez le fournisseur qu'on avait référencé les produits. Et t'as pas comme dans certains réseaux, comme une centrale d'achat, où toi tu fournis aussi, il y a des réseaux qui produisent et qui fournissent. Maintenant on le fait. On le fait. Alors nous, on produit rien, qu'on soit bien clair. C'est-à-dire qu'on achète des produits, je sais pas, les toppings, on achète chez Ferrero nos Kinder Bueno, on achète nos Smarties chez Nestlé, etc. Mais en gros, ça c'était un peu c'était le gros travail qu'on a fait sur la dernière année et demie, où en gros on est allé, maintenant effectivement on achète tout. On a une plateforme logistique, on travaille avec Steph qui est au Mans, et ensuite on relivre les magasins avec les différents produits, un mix de tous les produits qu'on utilise pour faire. Donc aujourd'hui on n'a plus que 3 fournisseurs. On a un magasin Yogurt Factory, il n'y a plus que 3 fournisseurs. On a un fournisseur de fruits, parce que pour le coup on travaille sur des fruits frais, et nous on peut pas livrer tous les jours tous les magasins. On travaille avec Pomona. On a un fournisseur d'emballage pour toute la partie, les pots personnalisés, etc. Et tous les autres produits, tes gaufres, tes glaces, tes toppings, tes sirops pour faire tes glacés, tes bubble tea, etc. Tout est acheté chez nous. Et t'aurais pas envie de produire aussi la partie, Ouais, alors ça, on n'en est pas encore là. effectivement, ça peut être de redescendre un peu la filière. Ça peut être, on a déjà essayé de regarder un peu le sujet, mais c'est pas évident. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est pas évident. Là déjà, nous on voulait faire ça, mais sans on sous-traite la partie logistique. C'est-à-dire qu'il y a un contrat avec un professionnel de la logistique qui est Steph. Nous on n'est pas capable d'avoir nos chauffeurs de livrer partout. Je sais qu'il y en a qui le font. Pizza Cozy par exemple, je sais qu'il a un énorme entrepôt, c'est lui qui livre tout le monde, etc. Mais alors, nous on se voit pas du tout faire un truc comme ça. On n'a pas envie de trop s'emmerder entre guillemets là, sur ces sujets-là, pardon. Mais là déjà, en tout cas, l'idée c'était de faciliter tout ce qui est logistique et commande pour une boutique. Aujourd'hui, en fait, tu vas passer une commande par mois chez Yogurt Factory, une commande par mois pour les emballages et des commandes régulières de fruits. Donc c'est déjà beaucoup plus simple qu'avant. Et un franchisé à l'étranger, avant c'était très galère de faire venir les produits de différents fournisseurs au même moment chez le transitaire, que ça arrive tout au même moment et pour que ça puisse bien partir. Là, au moins, il n'a plus qu'une seule commande à passer et il a tout ce dont il a besoin. Okay. Donc, c'est pareil pour le développement à l'étranger, qui est quand même un de nos axes de développement important. Ça facilite beaucoup les choses, quoi. Est-ce que tu dis que là, en France, tu as atteint une taille critique ? Non, je pense que... il y a encore de la place ? Il y a encore pas mal de place. Là, on veut se redévelopper un peu plus dans les centres-villes, parce qu'on s'est beaucoup développé dans les centres commerciaux et on aimerait refaire un peu plus de centres-villes. On a encore de la place aussi dans les centres commerciaux. On a un peu de place en travel retail, dans les gares, les aéroports, etc. Donc, tu vois, par exemple, je crois que, je ne vais pas te dire de bêtises, mais Amorino, il doit avoir plus de 100 points de vente en France. On pense qu'on peut arriver à peu près à ce nombre-là. Là, aujourd'hui, sur les 80, ils sont majoritairement en France. On doit avoir peut-être 70 en France. En fait, on n'a pas beaucoup à l'étranger. À chaque fois, c'est 1 ou 2 par pays. Mais on aimerait bien trouver des pays où on est capable d'en faire beaucoup plus, comme la Malaisie, l'Ouzbékistan, tout ça. Mais ouais, je pense qu'on peut peut-être encore presque doubler de taille sur le territoire français. Et à l'étranger, là, les opportunités sont infinies. Voilà. Trop bien. Et pour finir un petit peu, là, tu parlais d'enjeux justement d'international. En tant que franchiseur, c'est quoi tes tu t'es passé de l'entrepreneur qui a un point de vente un peu galère mais qui a beaucoup appris à celui qui a monté un réseau de 80 points de vente. C'est quoi, comment ton métier il a un peu évolué et c'est quoi la prochaine étape de ton métier justement Alors déjà, il y a un truc, au début, Corinne et moi, on faisait la même chose dans la boîte parce qu'on a le même parcours, etc. Donc on se recoupait complètement. Voilà. Et à un moment, je crois que c'était quand on était vraiment dans le plus dur, là, en 2018, on s'est coupé en deux. C'est-à-dire qu'on s'est dit, toi, tu t'occupes du succursale et moi, je m'occupe de la franchise. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur Succursale et moi, je m'occupe de la franchise. Et après, et donc, qu'est-ce qui a changé dans notre travail aujourd'hui ?
je pense quand même qu'on est meilleur aujourd'hui que dans on s'est un peu professionnalisé, quoi. C'est normal, on apprend un peu avec les années. Donc, je pense qu'on prend des meilleures décisions aujourd'hui qu'avant. On a des équipes qui sont aussi plus matures, hein. Enfin, tu vois, je te dis, notre RH est là depuis 2016, notre responsable communication aussi, etc. On se développe un peu plus au siège, donc on a un peu plus d'équipes support. Notre métier aujourd'hui, je pense, c'est de donner les bonnes orientations un peu stratégique, quoi, pour le réseau, quoi, que ce soit en termes d'offres, que ce soit en termes d'approvisionnement, que ce soit en termes d'outils, de marketing des points de vente, d'outils digitaux. Franchement, on n'est pas très bon là-dessus. On travaille avec Pongo. Non, mais quand je dis qu'on n'est pas très bon là-dessus, c'est que quand je compare avec d'autres enseignes qui ont 10 trucs digitaux pour les aider dans leur truc, nous on est quand même un peu à la ramasse là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ceux avec qui on travaille, on en est content. C'est gentil. Et ouais, je pense que c'est surtout ça. Ouais, être au soutien enfin moi en tout cas être au soutien de nos franchisés. Voilà, et essayer d'orienter le réseau dans le truc, parce que c'est dur en fait une fois que tu progresses, on continue à progresser, hein, c'est-à-dire qu'on ouvre maintenant une quinzaine de points de vente par an, on en perd quelques-uns par an, soit parce que des franchisés en succursale, on en a fermé pas beaucoup, mais on en a fermé un ou deux ces dernières années, et même en franchise, soit parce qu'on s'est trompé, des fois on s'est trompé sur un emplacement, quelquefois on s'est trompé sur un franchisé, quelquefois où le franchisé en a marre et il veut passer à autre chose, ce genre de choses. Mais au bout d'un certain niveau de développement, je pense qu'il n'y a pas d'enseigne qui ne ferme pas quelques points de vente par-ci par-là. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est comment on va faire pour maintenir la dynamique, continuer à se développer, aussi faire parce que c'est bien de se développer, mais que les magasins existants fonctionnent le mieux possible. Donc là, on avait beaucoup travaillé sur les marges brutes ces dernières années. Là, on va travailler sur le redéveloppement du chiffre d'affaires, parce que ces années ont été un peu... cette année a été un peu plus... Enfin, pas ces années, mais 2024 a été un peu plus dur sur la partie chiffre d'affaires, comme je pense toute la restauration pour nous. Et en plus, on a eu une météo absolument dégueulasse cette année, donc ça nous a quand même plus impacté, nous, que d'autres enseignes, parce que derrière, on a notre activité un peu liée à la météo. Et donc voilà, pour essayer de vraiment bien rebondir en 2025. Donc là, on a pas mal de changements qui arrivent même avant 2025 pour les fêtes. On a fait nos réunions de région avec nos franchisés récemment, et ils étaient contents, justement, qu'on apporte un peu de nouveaux produits, de nouvelles offres, etc. sur les points de vente. Alors tu peux nous donner des exclus là ou... Ouais. Non, mais des trucs un peu bêtes, mais auxquels on pense depuis un moment. Mais tu vois, aujourd'hui, notre petit pot à glace, il est trop gros pour un enfant. C'est-à-dire que tu le termines pas. Et on a une clientèle enfant qui ramène leurs parents. C'est pour nous. Et donc là, on a créé, tu vois, on avait donc le mignon, le beau et le magnifique. On a créé le trognon, qui est une plus petite taille pour les enfants. Et tu vois, moi, mes filles, j'ai 2 filles qui ont 5 ans et 3 ans, et je sais que c'est adapté. 3 ans, je recommande pas forcément, mais 5 ans, ça, elle le termine 5 ans, et celle-là, elle le termine tranquille. Alors que le petit, c'est trop gros pour des enfants. On lance une offre étudiant, une offre pour les étudiants qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a une grosse clientèle étudiante. Mais simplement, je pense que ce qui limite la fréquence d'achat, c'est que c'est un peu cher pour y aller tous les jours, quoi. Donc l'idée, c'était ça. Et on va essayer d'aller aussi concurrencer, tu vois, des trucs comme McDo, comme Jeff de Bruges, etc. Donc on va avoir des offres. Avant, on avait une offre sans topping et une offre avec topping. Et là, on crée une offre avec coulis. Donc, en gros, on a beaucoup augmenté notre offre coulis avec des super nouveaux coulis, pistache, chocolat blanc, etc. Coulis de framboise. Et donc, en gros, cette offre coulis, on va se mettre au prix d'une glace Jeff de Bruges ou d'un sundae. Donc, un peu l'offre entrée de marché. Tu as déjà un produit à personnaliser. Parce qu'on a aussi toute une partie de la clientèle qui est plus intéressée par la glace que par les toppings, mais qui aujourd'hui est obligée de prendre s'ils voulaient juste un coulis, il y avait pas et c'était une demande importante, ils étaient obligés de payer le prix avec topping, donc comme t'as un écart important entre les deux. Moi, je suis un peu comme ça, ouais. C'est vrai qu'à la fin, quand je vois trop de trucs, que ce soit dans les gaufres, dans les machins, dans les glaces, c'est vrai que ce côté un peu McFlurry où tu saupoudres un peu de M&M's, mais c'est ça. Coulis, là, on va aller vraiment concurrencer ce type de truc. Donc ça, je pense que c'est une bonne orientation. Et ça fait des offres un peu pas entrée de gamme, mais ou en tout cas ou même, je sais pas, t'es pas obligé d'avoir hyper faim pour te prendre un truc, voilà. Donc ça on va jouer là-dessus. On va essayer on a retravaillé quelques prix pour essayer de
repasser un peu sous des seuils psychologiques de trucs. Donc voilà, on essaie d'écouter ce que nous disent les clients. Et après, un truc tout bête, mais tu vois, sur notre barre à topping, nous, on a voulu mettre des toppings que nous, on pensait être très qualitatifs pour nos clients. Donc, on a mis des noix de pécan, des éclats d'amande, etc. En fait, ils s'en foutent complet. C'est des trucs qui ne marchent pas. Et quand on fait avec Pongo des sondages pour savoir qu'est-ce que veulent nos clients comme topping, ils nous disent on veut des Kinder Bueno White, par exemple. Donc là, c'est le prochain topping qui arrive. Et effectivement, on l'avait mis en topping édition limitée une fois et ça avait cartonné. C'était très cher à l'achat, donc on l'avait pas laissé sur la carte, mais maintenant on peut l'acheter mieux qu'avant parce qu'on est en direct avec Ferrero, tout ça. Et donc ça, on le remet en topping. On va mettre des M&M's. On va essayer de remettre des produits un peu de marque. Et en fait, il y a beaucoup de nos clients quand même qui ils sont habitués, comme tu dis, au McFlurry de chez McDo et tout, donc McFlurry M&M's, les trucs comme ça. Ouais. Donc en fait, le fait d'avoir ces produits-là, ça te remet un peu dans ce même type d'achat. Et en fait, c'est comme ça qu'on vend le plus, quoi. Donc, alors, les fruits, ça marche très très bien. Les fruits frais, ça, on a une grosse clientèle sur les fruits. Moi, personnellement, je préfère la glace avec des fruits. Et ça, on l'aura toujours. Mais sur la clientèle étudiants, jeunes, etc., il faut qu'on remette un peu des produits de marque. Enfin, en gros, on veut recréer ce qu'on appelle un peu l'effet wow. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé Yogurt Factory, quand on était derrière le comptoir, là, les courriels, et les clients qui rentraient, ils voyaient le bar à topping, ils disaient ah ouais, il y a même des Kinder Bueno, tu vois, ils disaient des trucs comme ça. Et c'est un peu l'effet wow, tu vois. Et donc c'est ce côté gourmand qu'on essaie de refaire. On va avoir des nouvelles, on va créer, tu vois, un truc tout bête, mais la meilleure vente de Yao Yao en Espagne, c'est pas de les faire dans les petits pots à glace, c'est de les faire dans des verres avec des couches de topping. Tu mets un coulis en dessous. Oui. Ça s'appelle le parfait. D'ailleurs, McDo, on faisait les very parfaits. Puis le parfait, c'est un dessert. Hein, c'est le dessert que tu peux aussi trouver. Et donc là, on crée le parfait. Ça, on pense que ça va bien marcher. On crée un truc qui s'appelle la waffle bomb. Où là, on te met on coupe une gaufre de liège en fait en longueur. On te met des sticks de gaufre, de la glace au milieu, du coulis, un truc très gourmand. Et aussi très instagrammable comme on dit. Et bon, je pense que c'est des trucs qui vont bien. On verra, mais je pense que ça va bien marcher. Voilà. En tout cas, on essaie d'innover. Et en fait, ouais, tu peux pas t'arrêter et d'innover, sinon tu perds un peu ta clientèle. Et je sais plus, je crois que c'est Julien Perret là qui poste beaucoup sur LinkedIn qui disait ça, mais qui disait un truc sur un article que j'avais lu sur les réseaux qui ont plus de 100 points de vente. Ouais. Et en fait, t'en as pas beaucoup. Je crois que t'en as que 20 des réseaux de restauration, qui ont plus de 100 points de vente. Et en fait, c'est parce que tu peux pas juste quand t'arrives à un certain truc, après, si tu veux continuer à avoir une certaine dynamique et tout, t'es quand même obligé d'apporter tout le temps des innovations, te réinventer. Il faut que tu sois à l'écoute de tes franchisés, à l'écoute du marché. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de multi-franchisés et on s'appuie beaucoup sur eux, sur notre développement. Enfin, quand je dis multi-franchisés, franchisés qui ont 2-3 points de vente chacun, voire 4, voire 5. Et ouais, donc eux, pareil, ils ont des attentes aussi importantes par rapport à toi parce que t'es un vrai. Enfin, c'est des partenaires très importants pour nous. Les mono-franchisés aussi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es obligé de leur apporter de l'innovation aussi et. En tant qu'entrepreneur, ils t'attendent aussi plus au tournant de se dire... Ouais, exactement. Surtout quand ils ont d'autres enseignes, tu vois, ils te comparent avec d'autres enseignes, tout ça. Donc non, c'est bien, ça nous motive, quoi. Voilà, donc on essaie de continuer à avancer et l'objectif, tu vois, on va essayer le premier gros milestone, serait d'atteindre les 100 points de vente. Et puis après, on ira vers les 200, mais d'atteindre les 100 sera déjà une bonne première étape et j'espère qu'on y arrivera dans pas trop longtemps. On a déjà pas mal de projets pour 2025. Donc pas mal de taf et c'est bien. Écoute, merci beaucoup, c'était un plaisir. Moi, j'attends le waffle bomb avec impatience. La waffle bomb, avec plaisir. Merci beaucoup et puis à bientôt dans la coupure. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour m'avoir invité. À bientôt, salut. À bientôt.